Bienvenue dans le 1945 de ce 28 février 2018. Voici les titres. Le Fonds national de microfinance se modernise. Le microcrédit mobile offre beaucoup plus de facilité aux bénéficiaires. Nous ferons un zoom sur ce programme dans ce journal. Conférence des forces vives de la nation, 28 ans après, le Bénin a-t-il réussi à atteindre une véritable cohésion sociale? Le bilan dans un instant. Le secteur des faux mariages est en plein boom au Vietnam. Des mères célibataires sont prêtes à dépenser des centaines d'euros pour échapper à la stigmatisation de la société. Les systèmes financiers décentralisés, partenaires du Fonds national de la microfinance, offrent un projet d'auto-emploi à plus de 9000 jeunes béninois dans les services digitaux. Le microcrédit mobile, un nouveau programme digital pour améliorer l'efficacité et l'impact des opérations de prêt et de remboursement des crédits accordés aux bénéficiaires. Suivant ce reportage de Rodrigue Blondoumé, venu d'Ossou, présenté par Rodrigue Babagbeto. Le microcrédit mobile MCM, c'est la nouvelle plateforme de finances digitale créée par le Fonds national de la microfinance. Il est destiné à renforcer l'inclusion financière et faciliter l'accès et le remboursement des crédits octroyés sur l'étendue du territoire national. Le microcrédit mobile, c'est un crédit que le gouvernement donne au travers des systèmes financiers décentralisés que l'on connaissait hier sous le nom de microcrédit aux plus pauvres. Sauf que cette fois-ci, le processus d'obtention du crédit a été digitalisé et la manière d'obtenir le crédit se fait sous forme de monnaie électronique. Le terminal qu'ils utiliseront est un terminal Android donc, qui a les fonctions d'un smartphone. Cet appareil de finance digitale est un terminal de paiement électronique. Cette nouvelle réforme permettra à ces jeunes recrutés d'enrôler les bénéficiaires du microcrédit mobile, de servir de point de retrait et de remboursement des crédits accordés aux bénéficiaires. En utilisant aujourd'hui la finance digitale pour faire les crédits de masse, on veut d'abord sécuriser le crédit en évitant au maximum la circulation de l'espèce. On veut également permettre l'identification des personnes bénéficiaires et un suivi et une meilleure gestion de la mise en place du crédit et du processus de remboursement. Formés sur la finance digitale, l'utilisation des terminaux de paiement électronique et l'art de vendre des services digitaux, ces agents marchands sont conscients de la mission qui est la leur. Ce projet est fait en sorte que nous puissions être approchés par ces femmes. Toute la communication est faite pour qu'elles sachent que par quartier de ville, il y a des agents pour les paiements électroniques qui sont là pour enregistrer les demandes de microcrédit mobile qui pourront servir d'intermédiaires pour les traiter. Le projet du microcrédit mobile vient donc apporter des solutions aux nombreux problèmes existants. Le but de la formation, c'est d'équiper l'agent pour qu'il soit en main de déjà connaître la nouvelle manière de faire cette activité et de pouvoir être plus proche de la clientèle. Au final, l'agent déjà est un auto-entrepreneur qui pourra développer son entreprise, mais aussi permettre à un bénéficiaire du crédit, quel que soit là où se trouve sur l'étendue du territoire, de pouvoir faire ses opérations de retrait et de remboursement de crédit. Avec cette nouvelle plateforme de finances digitale, c'est un nouveau départ dans les opérations d'accès au crédit de l'État. Au-delà de l'innovation, c'est aussi une opportunité d'emploi pour la jeunesse. L'un des objectifs de la conférence des forces vives de la nation était de préserver la cohésion sociale, seule garante du développement économique du Bénin. 28 ans après, que deviennent le discours et le respect des conclusions de la conférence nationale au plan social? Élément de réponse avec le professeur Doji Amoussouvi, sociologue enseignant à l'université d'Aboumé Calavi. Le discours a évolué vers une sorte d'effritement, c'est-à-dire que les grandes valeurs, les grands enseignements que nous avions hérités de la conférence nationale sont en train de s'effilocher, sont en train de se dissoudre. Pourquoi cela? Le temps fait son œuvre. Les acteurs majeurs sont en train de partir sans forcément transmettre à la génération future qui monte la fièvre,
les valeurs, les réalités, la philosophie, même l'état d'esprit de la conférence nationale, qui était à l'unité nationale, qui était à la fibre patriotique, qui était au salut du Bénin dans l'Afrique et dans le monde. Parce que nous avions touché le fond et dans un sursaut national, dans un sursaut d'orgueil, nous avions décidé, le Bénin entier a décidé de renouer et de prendre rendez-vous avec l'histoire. Et gonflés à blanc, nous nous sommes découverts de nouvelles valeurs, des valeurs boussoles, des valeurs références. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les acteurs d'hier qui ont permis, grâce au contexte, grâce aux défis du moment, grâce aux réalités du moment, à créer cette symbiose, cette synthèse, cette fusion nationale, ne sont plus forcément aux commandes, ou ils sont remis à leurs parents pour cause de vieillesse, ou la nature les a emportés, ou ils ne sont plus dans l'état de défendre ces idéaux-là. Normalement, cet hôtel, cette salle-là, PLM à Lédio devait être mémoire, un lieu d'histoire pour tout Béninois pendant des siècles, pour toute la vie, pour qu'on aille dire le renouveau béninois, le renouveau démocratique est né, a été accouché là. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on fait de PLM à Lédio, regardez ce qu'on fait de cette salle mythique. Mais où est-ce qu'on va préserver la mémoire? Rien pour moi n'a été mauvais. La conférence nationale était venue comme le salut du Bénin. Mais aujourd'hui, de 90 à 2000, à 2018, 20 ans, 30 ans, 40 ans pratiquement après, qu'est-ce qui reste de l'héritage de la conférence nationale? Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il nous faut une autre conférence nationale parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que les acteurs ne sont pas réunis, ne sont pas les mêmes. On ne va pas refaire le monde, on ne va pas recréer. C'est de la facilité que de dire allons aux états généraux. On sait ceux qui font ou disent ces choses-là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La conférence nationale, les forces vives de la nation, a été fondatrice de quelque chose, a fondé la chose, a semé une graine. Faisons en sorte que le plan sorti de cette graine-là demeure point. C'est de ça qu'il est question. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social s'ouvrent pour le compte de l'année 2018. L'occasion est saisie par les membres pour réévaluer les activités menées au cours des années précédentes et faire face aux différents défis à relever pour le rayonnement socio-économique du Bénin. Christelle Tongodo, Dine Bouraïma. C'est une institution connue pour la sauvegarde des intérêts du peuple. Le CES, Conseil économique et social, joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du Bénin. C'est le Bénin en miniature qui se trouve au Conseil économique et social. Donc nous avons toutes les compétences nécessaires pour apporter l'éclairage nécessaire qu'il faut sur les questions aussi bien économiques, sociales, culturelles qu'environnementales. Mais il faut nécessairement un corps approprié et pour pouvoir être entendu par les populations pour lesquelles ces réformes-là sont opérées et qui va souvent et d'abord davantage dans l'intérêt supérieur de ces populations. Et pour répondre convenablement à cette mission, le CES, à travers la session ordinaire de cette année 2018, aborde diverses préoccupations, des questions d'ordre socio-économique, mais aussi des réformes d'intérêt général. Aujourd'hui, les juges sont en grève. L'éducation est en mouvement, la santé, voilà les trois secteurs clés. Et l'éducation est le premier des secteurs. Mais il faut aller à l'école d'abord pour devenir infirmier, pour devenir médecin, pour devenir journaliste. La décentralisation, comme vous le savez, c'est l'aspect humain. À la base, l'implication des populations à la base, ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Mais dans la répartition de cette richesse-là, il faut de la méthode, il faut de la pédagogie. Parce que nous sommes tous des contribuables. Depuis le dernier paysan jusqu'au président de la République lui-même, nous sommes tous des contribuables. Et quand on alimente la caisse dans la répartition, il faudrait qu'on puisse savoir éviter autant que faire se peut les déséquilibres dans la répartition. Une meilleure répartition de la richesse, cela pourrait contribuer au développement et faire rayonner l'économie béninoise.
Page internationale à présent et on démarre par cette information sur le Tchad. La conférence sur le lac Tchad, ouverte lundi dernier, s'est achevée ce mercredi à Abuja au Nigeria. Ce lac bordé par 4 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, est au centre de multiples enjeux. Un plan d'action détaillé a été élaboré pour préserver sa disparition. Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation. Fonds mis à disposition 6,5 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA. Une industrie de faux mariage en plein essor. Cela se passe au Vietnam. Le principe fournit des prestations de faux mariés qui s'unissent de façade avec des femmes. Le but recherché est de résoudre le problème de la stigmatisation des mères célibataires. Reportage. C'est une cérémonie de mariage célébrée en grande pompe. De la bénédiction nuptiale au découpage du gâteau entremêlé de prestations artistiques, tout a l'air d'une réussite vue de l'extérieur. Sauf que le marié est un acteur engagé pour l'occasion. Car la jeune mariée du jour est enceinte de 3 mois. Et dans une société vietnamienne très conservatrice, il est inconcevable qu'une femme soit mère célibataire. Mes parents auraient été les premiers à avoir honte si j'étais enceinte et sans mari. J'étais perdue. J'ai trouvé le site de l'entreprise par hasard sur Internet. J'ai trouvé une issue. L'entreprise a tout organisé pour moi. J'étais très contente de leur service. K et son figurant de mari n'ont jamais été légalement mariés, mais l'important est qu'il ait joué le jeu devant ses amis et sa famille le jour de la cérémonie. Je joue seulement le faux marié. Je ne regrette pas de travailler avec cette entreprise et de les aider. Je ne trompe personne. Tout le monde sait ce que je fais. Même si cela pose un problème éthique, le secteur des mariages de façade est en plein boom au Vietnam. Paradoxe, le fondateur de cette entreprise se désole pour ces jeunes couples obligés de jouer le jeu. Le message, c'est que nous sommes très inquiets. Comme l'hôpital traite les malades, nous aidons les fiancés et leurs familles. Mais nous ne voulons pas que cela se développe. Dans le secteur, aucune statistique officielle n'est disponible. Mais l'homme d'affaires assure avoir plus de 400 figurants enregistrés sur ses listes d'invités, contre seulement une dizaine il y a 10 ans. Le marché de cigares connaît une croissance exponentielle à Cuba. Les chiffres sont hallucinants. Les recettes au cours de l'année 2017 ont atteint 600 millions de dollars, soit environ 295 milliards de francs CFA. Reportage. C'est un marché principalement tourné vers l'extérieur. L'Europe à elle seule absorbe 54% des exportations, suivie de l'Amérique latine et la région Asie-Pacifique. La Chine, où le potentiel de croissance est le plus élevé, se classe au 3e rang des pays consommateurs derrière la France et l'Espagne. 2017 a été une très bonne année pour le groupe Habanos. Nos ventes mondiales consolidées ont atteint le chiffre record de 500 millions de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à 2016 et surtout à taux de change constant. Le marché intérieur cubain a lui aussi connu une croissance avec l'arrivée de près de 5 millions de touristes sur l'île en 2017. Si Habanos, principale société de fabrication de cigares à Cuba, exporte dans la majeure partie du monde, le marché des États-Unis lui est toujours fermé en raison de l'embargo qui court depuis 1962. Dès que l'embargo sera levé, à ce moment-là, nous saurons quoi faire pour approvisionner le marché nord-américain. Grâce à la spécificité du sol, du climat et de la qualité de la main-d'œuvre, le tabac cubain est considéré comme le meilleur cigare du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Estelle Pazou demain à 12h45.